Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien, bonne année si vous n'étiez pas là hier pour la première de l'année sur 8 Mont-Blanc. Voilà, on va essayer de vous accompagner comme ça tous les soirs en vous racontant de jolies histoires, peut-être la vôtre, celle des pays de Savoie. Deux titres importants aujourd'hui, bien sûr, la mort de Jean Vuarnet, n'est-ce pas Pauline? Bonsoir. Vous allez beaucoup parler de Jean Vuarnet dans le cadre de ce JT. Exactement, Sébastien Germain s'est rendu du côté de Morzine, bien évidemment d'où il était originaire. Il est mort hier à l'âge de 83 ans d'un AVC. Sébastien Germain a recueilli les réactions sur place. C'était un grand monsieur. On sait qu'il a créé la station d'Avoria, champion olympique en 1960. Voilà, on fera un petit peu le point sur cette disparition tragique en ce début d'année, malheureusement. Et une série à ne pas manquer? Oui, une série qui concerne l'entreprise Trimet du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est Fenêtre de Buisson qui s'y est intéressée. Elle vit une renaissance depuis 2013 et son rachat par des Allemands. Et bien, Fenêtre de Buisson reviendra sur cette histoire, sur cette belle histoire aussi du côté de la Maurienne. On salue nos deux chroniqueurs avec nous, Serge Delémentex, merci d'être avec nous, l'histoire de l'économie des pays de Savoie et de ses entrepreneurs. Également, les skieurs sont des entrepreneurs. Vous allez eh bien, tout à l'heure nous donner un peu cet éclairage de ce poids du ski dans notre région dans quelques instants. Thierry, tous nos regards sur vous, parce qu'en face de vous, il y a le patron du ski là. Il s'appelle Michel Vion, patron de la Fédération française de ski. Je connais. On veut savoir s'il va neiger, mais juste auparavant, par téléphone, Nicolas Rubin. On commence évidemment cette émission en hommage à ce que l'on voit sur l'écran géant de 8 Mont-Blanc, Avoria. Bonsoir Nicolas Rubin, un homme totalement créateur et novateur, ce Jean Vuarnet. Qu'est-ce qu'il laisse là-bas dans les Portes du Soleil comme image? Il laisse surtout la marque d'un pionnier du ski français qui s'est illustré par l'initiative qu'il a pris en 1960, gagner des Jeux Olympiques sur les premiers skis métalliques. C'était une figure et il a laissé aussi une marque indélébile qui est celle d'Avoria, l'initiateur de cette construction un peu magique qui a inspiré le festival du ski fantastique dans les Portes du Soleil en Savoie-Mont-Blanc. C'est un personnage indélébile, si vous me permettez l'expression, très, très peiné par sa disparition aujourd'hui à l'âge de 83 ans parce qu'il nous a fait rêver. Il a fait rêver les amateurs du ski français. C'est pas Michel Vion sur le plateau qui va me démentir, lui qui aussi a été un grand skieur et qui met très haut en couleur le ski français actuellement. Jean Vuarnet, c'est une figure des Portes du Soleil, c'est une figure de Savoie-Mont-Blanc, c'est une figure de la France tout simplement et naturellement. Nicolas Rubin, une question toute simple. On voit juste devant nous cette station d'Avoria qui fête son anniversaire là dans quelques jours. Quand on voit Avoria, quand on voit ce qu'elle est devenue au fur et à mesure des années, on se dit quand même, c'était un fou. Quand on voit il y a quelques années les batailles entre Manigot et la station d'à côté pour savoir qui va faire son forfait, en 1960 d'avoir inventé un forfait de ski entre deux pays, un qui était en Europe, l'autre qui n'était pas, c'était fou de faire ça. Ah oui, je serais tenté de dire, et je le dis et je le répète souvent, l'espace Schengen a quelque part été créé dans les Portes du Soleil, la libre circulation, grâce au ski. Et ça, c'est un clin d'œil important qu'il faut faire aujourd'hui. On circulait entre France et Suisse sans contrôle, parfois des contrôles douaniers évidemment, parce qu'il fallait contrôler les flux sur les frontières, qu'ils soient des flux financiers, parce qu'on était déjà dans des valises sur les skieurs. Et puis des flux sur les produits stupéfiants aussi. Non, simplement, vous savez, quand on parle de Jean Vuarnet aujourd'hui, on parle de l'histoire du ski. Et de l'histoire du ski qu'on va développer avec Michel Vion dans quelques instants. Merci beaucoup Nicolas Rubin. On voit actuellement une image du domaine skiable qui a été prise aujourd'hui. Il a un tout petit peu neigé à Châtel cette nuit, vous confirmez? Un peu saupoudré. Alors on parle d'un demi-centimètre, on va pas c'est déjà ça, c'est déjà ça. Mais la neige de culture est si importante qu'on lui rendra hommage aujourd'hui parce qu'elle nous permet d'offrir du ski dans les stations. Dans des bonnes conditions vers Prodin, bien sûr, et jusqu'à Châtel. Merci beaucoup Nicolas Rubin, on se retourne. Salutations, si vous me permettez, à mon ami Michel Vion. Il est avec vous et il vous salue très, pareil, de la même façon. Bientôt. À bientôt Nicolas. Thierry Pomme, la réponse à Nicolas Rubin qui a vu un tout petit peu de neige, là, un demi-centimètre également à Saint-Nicolas-de-Véros, 1 centimètre à la Clusaz. Alors la question toute simple, est-ce que cette perturbation qui est attendue la semaine prochaine va enfin donner de la neige? Alors avant la semaine prochaine, il y a celle de demain. Mais qui donne un peu ou pas? Qui donne un peu plus sans doute que la nuit dernière. Ça c'est une bonne nouvelle, ce ne sera pas non plus des chutes de neige exceptionnelles. Combien? Ça va être difficile, c'est difficile à dire. On l'estime, après c'est des estimations, aux environs entre 5 et 10 cm suivant les endroits, en sachant que les massifs Il vous regarde Michel Vion, il veut savoir. 10 ou 5 ou
Soyons précis. C'est juste impossible d'être précis dans cette configuration. Entre 5 et 10, on va dire, sur les massifs, en sachant que les massifs les plus saupoudrés, ou les stations les plus saupoudrées, ce sera sans doute les Portes du Soleil, Le nord d'Avoria, de la zone. Châtel, le nord de la zone, ou encore le massif du Mont-Blanc. Et prochaine chute de neige la semaine prochaine, est-ce que ce courant de nord-ouest se précise? Alors, il est toujours présent. Il a un peu tendance à s'effilocher, il a un peu tendance à vrai. être un peu moins froid que prévu ces derniers jours, mais il est toujours présent, donc on pourrait de nouveau avoir de la neige la semaine prochaine. Moins froid, c'est-à-dire redoux, ou on est quand même dedans à 1000 mètres? Petit redoux, on sera dedans à 1000 mètres, mais ça remonte puisqu'on est parti de la plaine, et là on est remonté à 1000 mètres. Ben, on va suivre ça. Merci beaucoup. Tout de suite, dans la place de l'info, hommage évidemment à Jean Vuarnet. On va parler aussi de ce ski français. À tout de suite. Michel Vian est avec nous. Votre réaction, bien sûr, à la mort de Jean Vuarnet, un sportif qui a inventé cette position de l'œuf que je ne ferai pas sur le plateau, en tirant les bâtons devant, et aussi un champion, qui a inventé aussi le ski français comme plein d'autres. Oui, ça a été dit, un monument du ski français. Il n'est pas le seul, mais c'était un monument, champion olympique. Déjà, rien que ça, ça classe son homme. Et puis surtout, une personne qui a su on va dire, commercialiser son nom et son expérience après, en post-carrière, avec la station d'Avoria, on l'a dit, avec les lunettes qui portaient son nom. 1 million de paires vendues. Vraiment une belle reconversion dans les affaires, un moment où le ski français était aussi en pleine expansion. Donc voilà, et puis on doit quand même parler de ça. Il est malheureusement un peu écorné cette image, cette belle image. Alors on rappelle, en 1973, certains coureurs n'ont pas voulu prendre le départ. Je crois que c'était la Foudalos pour effectivement une épreuve où il n'y avait pas beaucoup de neige, ça glissait, c'était très givré. Et il y a eu donc un conseil de classe, conseil de discipline au Gaulois à Albertville. C'était une véritable schisme de l'histoire du ski français. Et il y avait effectivement Jean Vuarnet qui était là. On le sait, des Patrick Russell, des Duvillard et d'autres, et Augère bien sûr, ont été virés ou en tout cas au minimum sanctionnés. Il était là. Oui, il ne faut pas revenir sur l'histoire, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire deux fois, mais effectivement, il était à l'époque vice-président de la fédération. Et donc, effectivement, c'était un mauvais épisode. Un mauvais épisode, encore une fois, je dis, ça a un peu écorné son image parce qu'il l'a traîné jusqu'à la fin de sa carrière, effectivement, où le ski français a un peu été décapité pendant une vingtaine d'années. Et moi, en tant que jeune skieur, jeune membre d'équipe de France, quand je suis arrivé, effectivement, c'était un peu dramatique. On avait un peu coupé la tête à l'équipe de France. Voilà, c'est qu'un épisode. Pour autant, ça reste un monument du ski français et ça reste une personne d'exception. Une question toute simple. On parlait tout à l'heure de Morzine, ce Morzinois qui a créé Avoria. Vous connaissez aussi très bien Émile Allais qui a créé plusieurs stations comme La Plagne, comme Flaine, comme Scovalet et d'autres stations. Est-ce que c'est le rôle aussi de ces sportifs, peut-être là les jeunes que vous entraînez actuellement, que vous boostez dans leur carrière, d'inventer les stations de demain? Il l'a fait, Jean Vuarnet, avec Avoria. Je pense que les temps ont changé, les générations aussi ont changé. C'est effectivement le temps où il y avait le ski français, le ski mondial même était dans un boom, dans un développement où on utilisait les compétences des uns et des autres, et entre autres des champions, pour créer des stations, pour développer le. Donc la notion d'aménageur du ski, peut-être moins dans les ambitions des jeunes aujourd'hui? Moins d'ambition et surtout, tout est déjà plus ou moins construit, tout est déjà un petit peu pensé, imaginé. Je pense que les athlètes d'aujourd'hui, les ambassadeurs que les skieurs français sont en particulier, peuvent être utilisés avec des marques de ski, avec des stations, mais pas dans le rôle de création. Je pense que voilà, on a changé d'époque. Puis le gros était inventé, on ne peut pas l'enlever. Alors, bravo, en tout cas pour ce début de saison, on voit des performances absolument incroyables aussi bien chez les filles que chez les garçons. On ne va pas tous les citer, mais évidemment Alexis Tessa en tête et tous les autres. Quels ont été les ingrédients de ce bon succès, de ce bon début d'hiver 2017 ? Je crois qu'il faut remonter déjà à plusieurs années, à 4 ans, 5 ans, 6 ans en arrière. Depuis quelques années, le ski français marche bien, le ski alpin en particulier a retrouvé les couleurs. Alors quand on a des athlètes comme Alexis Pinturo qu'on voit à l'image, effectivement ça change tout, c'est la matière première qui est quand même importante. Et puis je crois qu'on a su aussi structurer les choses, leur apporter ce qu'ils ont besoin, de la sérénité, du calme, des moyens, encore une fois, et faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer au meilleur. Alors c'est vrai, c'est un début de saison en fanfare avec aussi des épreuves qui ont été très très bien réalisées sur le territoire. C'est un carton plein sauf une date, malheureusement Courchevel, qui a été annulée, non pas par faute de neige, mais à cause de ce fun qui nous a gênés à quelques minutes du départ. On sait montrer qu'en France, que l'on sait réaliser des épreuves.
Oui, c'est une vraie fierté avec les stations de Val d'Isère, de Val Thorens, de la Clusaz et de Courchevel. On a montré qu'en début de saison, on pouvait effectivement être les meilleurs du monde quelque part. Personne ne peut proposer, comme on l'a fait cette année, 12 épreuves, donc 13 épreuves, 12 réalisées, pour faire en sorte que le ski se passe en France pendant 3 semaines de suite à Val d'Isère, par exemple. Ça, effectivement, c'est un savoir-faire qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et bien, on s'en sert, bien sûr. Hein. Ces stations-là sont des vitrines pour l'ensemble du ski français, je crois. Quand on voit des courses Coupe du Monde à Val d'Isère, eh bien forcément, ça rejaillit sur l'ensemble des stations françaises. Et la reprise de Beaver Creek aussi, qui était un véritable succès. On pense aussi à ce territoire que j'aime beaucoup, particulièrement Megève, Saint-Gervais. Il y a une épreuve de snow control, c'est là, dans quelques heures. On voit bien, Thierry commence à dire que la perturbation pourrait bouger un petit peu. L'épreuve de Megève, elle est aujourd'hui plus que remise en question. Oui, elle est même très, très menacée. Effectivement, le ski cross, c'est une discipline qui demande beaucoup de neige. Et donc, quelque part, prévoir 15 jours à l'avance, si la neige n'est pas là, 15 jours à l'avance, l'affaire est réglée. Donc on sera amené à prendre une décision en fin de semaine, mais il y a peu de chances pour qu'on arrive à tenir cette épreuve. C'est toujours rageant quand la neige tombe entre le snow control et l'épreuve, parce que parfois il y a des mètres de neige, alors que voilà, il n'y en avait pas lorsque les inspecteurs passaient. C'est toujours dur, hein, ça. Sachant aussi que la neige naturelle n'est pas suffisante, n'est plus suffisante. Il faut aussi du froid pour faire de la production de neige, pour avoir des neiges compactes, mouillées, qui permettent de construire des modules, comme on dit, dignes de ce nom. Donc c'est aussi un mélange de neige artificielle, neige de culture et de neige naturelle. Et pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Ma toute dernière question, évidemment, la Fédération française de ski est aussi une des ambassadrices de cette marque de territoire de Savoie-Mont-Blanc. Il y a un projet de candidature pour des championnats du monde à Courchevel et à Méribel. Est-ce que l'expérience de ces épreuves de Coupe du Monde réalisées en France nous ont fait marquer des points par la FIS? Clairement, est-ce que ça nous a mis dans la bonne position? Tout à fait, c'était un des challenges qu'on s'était fixé, effectivement, de faire ces épreuves à tout prix, faire en sorte que les stations qui organisent nous aident dans cette direction. On a marqué des points, c'est une évidence. On vous l'a dit, clairement, vous l'avez senti dans vos antennes? Très clairement dit, effectivement. Okay. On dit mais comment vous faites pour assurer 3 semaines, 4 semaines de compétition chez vous? Comment vous avez mis les moyens? Comment vous avez trouvé les moyens pour faire de la neige? Donc du coup, très clairement, on a marqué des points. Je crois que la France n'a pas besoin forcément de ce genre de situation pour montrer qu'elle est une nation leader dans le ski mondial. Mais c'est le genre de petits détails qui font la différence et qui créent la confiance quelque part. Vous nous faites du bien, Michel Vion. On est content d'entendre un ski français qui gagne et qui sait organiser des choses avec nous et pour nous. Tout de suite, la météo, Thierry Paulme. De retour dans la place de l'info, Thierry Paulme, la météo pour ce mercredi, ça donne quoi? Encore agréable, mais le ciel va se couvrir progressivement tout au long de cette journée. On attend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des averses de neige dans la soirée, pas très importantes, quoique il faut toujours se méfier. Hein, donc on a une perturbation sur l'Allemagne qui nous ramène une petite langue. Il suffit que ça descende un peu plus bas, ça passe dans son corps un peu plus actif, et on pourrait avoir des surprises ou pas d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très compliqué toujours dans Mais ça neige jusqu'en bas, donc il peut y avoir potentiellement des problèmes de circulation demain soir. On va pas aller, on n'ira pas jusque-là. Les modèles ne montrent pas non plus de grosses chutes de neige, mais on n'est jamais à l'abri de. Ça va nous mettre dans le décor, déjà ça. Ça devrait. Normalement, on devrait avoir une petite couche blanche. Ouais. Après de la bise, du froid. Après de la bise, du froid pour la fin de la semaine. Et du soleil. Et après un peu de redoux la semaine prochaine. Après un peu de redoux et ça redevient un petit peu perturbé. Ok, très bien. Serge Dellemontex, vous avez planché sur la thématique du ski? Oui, bien sûr, moi c'est toujours l'angle économique. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tout le monde tous mes voeux. Mais pareil! Et j'espère que ça se passera très très bien pour toutes nos entreprises et puis nos stations de ski, puisque c'est de ça qu'il va être un peu question. Également avec Michel Vion, j'ai profité de la présence du président de la Fédération française de ski pour qu'on revienne un petit peu sur le lien très étroit qu'il y a entre nos champions qui se mettent en avant, et puis la vie de nos stations. Et je le rappelle encore une fois, quand nos stations vont bien, eh bien c'est toute notre économie savoyarde qui va mieux. On en a tous besoin, tout est lié, vous le savez très bien, Michel. Je voudrais juste pour commencer cette rubrique, on regarde une petite photo que vous ne connaissez peut-être pas. C'est tous les ans, c'est au congrès de Domaine Skiable de France. On a Pierre Lestas, qui est le président de Domaine Skiable de France, qui est également
également le directeur des remontées mécaniques de la Clusa. Pierre Lestas qui remet un chèque, alors un chèque qui a l'air gros comme ça, en tout cas physiquement il est énorme. La somme c'est 752 000 €, ça peut paraître beaucoup Michel, c'est en tout cas un très très beau symbole. Là c'est les domaines skiables de France qui remettent tous les ans cette somme. En fait, est-ce que c'est vraiment si important que ça pour la fédération? Oui, c'est très important. Ce chèque, c'est au-delà de la somme qui est importante, hein, c'est un montant important. Ce chèque va directement dans le fonctionnement des équipes de France. Et on parlait du lien et du rapport qu'il y a entre les athlètes, les Coupes du Monde qu'on lit en France et la promotion des montagnes françaises. Et ce chèque permet effectivement d'avoir des athlètes qui marchent bien et qui gagnent sur notre territoire. Mais au-delà de ce chèque, très souvent je dis, c'est rien par rapport à l'aide globale qui est apportée par les domaines skiables de France, ceux qui exploitent les stations en termes de remontée mécanique, dans la mesure où effectivement il y a toute la production de neige, tous les damages des pistes, la mise à disposition des pistes pour les compétitions, qu'elles soient locales, régionales, nationales et Coupe du Monde. C'est vraiment, oui, effectivement, un partenaire pour nous qui est indispensable. Si on n'a pas ce lien avec Domaine Skiable de France, eh bien, quelque part, on plie les Gaules. Voilà. Est-ce que les athlètes français ont bien conscience d'être des ambassadeurs également de l'économie? Je crois qu'ils sont maintenant complètement conscients qu'ils ont un vrai rôle à jouer. Hein. Alexis Pinturo, Tessa Worley, pour ne parler que des principaux actuellement. Je crois qu'ils ont bien conscience qu'ils sont les meilleurs ambassadeurs du ski français, c'est une évidence. Et je crois aussi que Domaine Skiable de France, ou les stations au sens global du terme, ont aussi compris maintenant, c'est assez récent, que la compétition et les champions pouvaient aussi apporter des choses intéressantes en termes de promotion. Quand on voit les chiffres, ne serait-ce qu'à Val d'Isère cette année, 63 millions de téléspectateurs en moyenne pour chaque épreuve, ça montre qu'il y a effectivement une promotion qui est faite. Si on devait se payer ce genre de promotion, on ne pourrait pas le faire. Mais donc c'est bien le rôle, voilà, chacun a son rôle, chacun contribue à la promotion de la montagne. Mais faire des compétitions à Val d'Isère ou à Courchevel, ça marche. Si on a aussi nos sportifs qui sont là, si c'est pour faire 20e, effectivement, c'est moins intéressant. Donc là, on a besoin d'eux et en ce moment, ça va bien, quoi. Non, tout à fait, vous avez raison. Si on fait un événement important, une Coupe du Monde, on a beau avoir la télévision dans le monde entier, si les Français sont 40e, ce n'est pas la bonne promotion. Donc on a besoin d'avoir des Coupes du Monde en France, en début de saison, c'est là où effectivement la promotion se fait, et puis des champions français qui sont au rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en ligne, bien aligné, et c'est la raison aussi pour laquelle Domaine Skiable de France font ce chèque important pour soutenir ces équipes de France. Voilà, des partenariats qui gagnent, c'est bon pour notre région et c'est bon pour tout le monde. J'ai une question très rapide concernant les marques vestimentaires. On a vu tout à l'heure avec Jean Vuarnet, qui pendant très longtemps a fait la promotion du ski. On le sait avec d'autres marques internationales comme Bogner, qui est affiché sur la combinaison de l'équipe allemande de ski. Est-ce que nous, on peut acheter des marques de sportswear de ski ou des bonnets ou des gants, je ne sais pas quoi, dont une partie des ventes pourrait aider le ski français ? On avait pendant des années, c'était avant que j'arrive à la présidence de la fédération, mais la marque Vuarnet qui équipait les équipes de France de ski alpin jusqu'en 2012, c'est assez récent, vous voyez. Et puis après, il y a l'exigence technique, il y a aussi l'investissement que ça représente. Pour équiper une équipe de France, c'est quasiment 120 athlètes et autant d'encadrement, c'est pas neutre en termes de coûts. Et on a maintenant une marque italienne, Colmar, pour ne pas la citer. Mais on serait ravis d'avoir à nouveau une marque française. Donc vous lancez un appel, très clairement. On a vu effectivement les marques comme Fusal qui est en train de revenir très fort, qui est basée aussi ici à Annecy. Donc, avec la famille Lacoste. Qui effectivement, comment dire, nous on aurait une grande fierté à porter une marque française. Ce n'est pas le cas actuellement, en tout cas. Mais vous lancez un appel à ce que... C'est pas un appel, c'est effectivement ouvert à tout. Et la préférence française, forcément, elle est là. Pour défendre nos athlètes. Quand on est équipe de France, on doit défendre la France avant tout. Voilà, on a le drapeau sur le front. Voilà, une affaire qui marche bien, c'est le ski français. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Michel Vion. Thierry, on surveille la perturbation demain ? Bien sûr. Tout de suite, le journal, on reparle de Jean Vuarnet, bien entendu.